Je reprends tout depuis le début, puisque ça a coupé. D'abord, c'est une vidéo réservée pour les femmes. C'est fait pour les grandes vacances. C'est fait pour les mamans ou pour les gens qui s'occupent d'enfants pendant les grandes vacances. Et voici les petits conseils que je me suis notés et que je partage avec vous. Se suffire de peu pendant les grandes vacances, ça aide beaucoup, nous, soit en tant que parents. Pas dire aux enfants, suffisez-vous de peu les enfants, mais soit se suffire de peu. Par exemple, la nourriture, manger simple, pas chercher des choses très grandioses pendant les vacances. Quand on est accro à des choses, on est stressé. Si on est accro à une certaine nourriture, si on est accro aux réseaux sociaux, si on est accro à tout, quoi que ce soit, quoi que ça puisse être, pendant les grandes vacances, ça se fait ressentir parce qu'on a un manque. Et en fait, au lieu de rencontrer l'enfant, d'être en rencontre avec l'enfant, d'être en symbiose avec l'enfant pendant les grandes vacances, c'est vraiment, pour moi, les grandes vacances, c'est la plateforme de rencontre. C'est là où on va vraiment découvrir nos enfants tels qu'ils sont, et c'est là où nos enfants vont nous découvrir tels que l'on est nous. Et ça va créer des liens pour la vie, Bezrat Hashem. Donc autant que ce lien soit créé de façon positive et bienveillante. Donc le fait de, pendant les grandes vacances, se suffire de peu et de se sevrer de tout ce dont on est accro d'habitude, ça va nous rendre beaucoup plus cool et aptes à être présents pour nos enfants. Quand il y a une personne qui est accro, par exemple, que Dieu préserve à de la drogue ou à de l'alcool, comme j'expliquais, tu peux pas lui parler calmement. Elle est tout le temps en stress, la personne, d'avoir sa dose. D'avoir sa dose. Donc si une personne est accro à une certaine nourriture très développée, si quelqu'un est accro au film, accro à quoi que ce soit, les enfants le ressentent pendant les vacances. Et la maman elle-même le ressent, elle n'est pas calme, elle n'est pas tranquille. Parce que quand elle est avec son enfant, elle n'attend qu'une chose, c'est d'être enfin devant son écran de télévision ou enfin devant le truc auquel elle est accro. Et donc, elle prend pas le temps de profiter de ce moment-là avec l'enfant. Elle pense que l'enfant c'est vite, 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 allez vite, la douche, vite au lit, vite manger, vite, vite, vite. Et pourquoi vite? Pourquoi? Qu'est-ce qui est si important? Qu'est-ce qui est si important? Qu'est-ce qui nous attend et qui est plus important que nos enfants pour devoir tout le temps bousculer nos enfants et leur dire vite, vite, vite? Rien, rien au monde n'est plus important que nos enfants. Nos enfants sont en train de construire vraiment leur batterie pour la vie. Donc pendant ces vacances, manger simplement, manger des choses simples, ne pas s'attendre à des grandes choses et ne pas être accro aux choses, ça se fera ressentir. La troisième chose, on va sauter ce point. La troisième chose, c'est l'état d'esprit doit être je suis en fonction. Comme je vous l'expliquais, quand on se dit je suis en fonction, on est dérangé de rien. Tout ce que l'enfant va nous demander, ça ne nous dérange pas puisqu'on est en fonction. Et si jamais il se trouve qu'on a une pause, qu'on a un moment de libre pour faire ce qu'on veut, eh ben c'est bonus. Parce que de toute façon, dans sa tête, on se dit qu'on est en fonction. Si par exemple l'enfant nous demande de venir aux toilettes avec elle, si l'enfant nous demande de lui fermer sa robe, si l'enfant nous demande de lui changer de tenue 10 fois par jour, c'est pas un hasard. C'est pas une erreur, c'est pas un hasard. Parce que le contact physique de la maman avec l'enfant, c'est quelque chose qui lui donne énormément, énormément de force. Ça convainc l'enfant que maman l'aime. Et quand il sent que maman l'aime, il est capable de tout dans la vie. D'accord? Les gens pensent qu'ils vont avoir des enfants super surdoués, super bien, qui s'épanouissent super bien quand ils dépensent de l'argent pour eux et qui leur font des choses très grandioses et tout. Et c'est pas dans ces choses-là. C'est pas dans ces choses-là que la confiance en l'enfant se construit. C'est dans le fait que maman va toucher son enfant, maman va dire des choses d'amour à son enfant, maman va être là pour son enfant, et là, il éponge l'amour, et après, comme on dit, le ciel est la limite, c'est-à-dire l'enfant, il peut aller jusqu'à très très loin une fois adulte, s'il est certain et convaincu que maman l'aime. Et donc, le fait de se dire je suis en fonction, c'est-à-dire que si mon enfant me demande 20 fois de le changer d'habit, c'est parce qu'il a besoin de ce contact physique. Alors, des fois, la maman n'est pas consciente de ça et elle va réagir en disant mais je t'ai déjà changé, combien je peux te changer, combien t'es grand, ça y est, t'es autonome, t'es censé être autonome. Alors oui, ce que je vous disais, c'est que toutes les sortes de philosophies d'éducation non juive sont très belles dans la forme, elles proposent des choses merveilleuses au niveau de la forme, mais au niveau du fond, elles sont très problématiques, parce que le but de ce genre d'éducation, c'est de rendre l'enfant autonome. Donc tant qu'il n'est pas autonome, en fait, on a raté, en fait, on n'a pas encore réussi. Et dans la Torah, on nous dit c'est pas le but.
Le but, c'est pas de faire un enfant autonome, c'est le fait de faire un enfant au cœur lev tov, quelqu'un qui fait de la bonté avec les gens. Et donc, pour pouvoir faire de la bonté à l'extérieur, il faut beaucoup éponger la bonté de maman, beaucoup éponger le bon cœur de maman. Et comment est-ce qu'on ressent le bon cœur de maman? Quand chaque fois qu'on lui demande quelque chose, elle nous le donne. Je veux changer d'habit 10 fois par jour, maman est là pour me changer d'habit avec patience. Et c'est pour ça que je vous dis, quand on mange des choses simples, on est là pour les enfants. On est là, on peut les changer 20 fois. On peut aller avec eux aux toilettes, on peut faire tout ce dont ils ont besoin parce qu'on s'attend à des choses simples. On ne s'attend pas à des choses trop développées, trop importantes. Toujours garder un bon regard sur les actions ou attitudes de mon enfant. Alors ça, c'est quelque chose vraiment, mais vraiment dans tout. Dans tout, ça se laisse ressentir. Par exemple, une chose à laquelle j'ai pensé. Cracher au visage d'une personne, c'est vu comment? Maintenant, quelqu'un est dans la rue, il marche, et tout d'un coup, il voit quelqu'un qui crache au visage d'une personne. Les gens sont choqués, sont affolés, c'est le summum du manque de respect, d'accord? Mon enfant crache au visage de son petit frère ou de sa petite sœur. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est ni de l'insulte, ni de la violence, ni un manque de respect, ni de la moquerie. C'est juste un enfant qui fait des expériences. Et c'est comme ça pour tout. Je donne un biberon à mon enfant, mon enfant prend le biberon et il le jette en l'air. Et toute la cuisine est pleine de lait. C'est pas que mon enfant se moque de moi, c'est que mon enfant est un explorateur et qu'il est en train d'explorer la loi de la gravité et comment ça fait quand on lance du lait. Et c'est tout, c'est tout. Il faut voir toujours un bon regard sur les actions de nos enfants et les attitudes de nos enfants. Ne jamais tout de suite aller décrypter la chose avec notre regard d'adulte, déjà façonné sur la vie, avec une mauvaise attestation pour tout et n'importe quoi. Se dire qu'ils n'ont pas de mauvaise pensée, ils n'ont pas d'arrière-pensée négative. Un enfant est doté d'un logiciel divin. Un logiciel divin, c'est-à-dire qu'il agit en fonction de ce que Akadosh Baruch Hu lui met dans la tête à ce moment-là. Et c'est pas pour m'embêter, c'est pour me permettre de gravir les échelons de l'assainissement de l'ego, de l'affinement du caractère. Les enfants sont nos maîtres. Nos enfants sont nos maîtres, c'est eux qui nous enseignent à devenir des gens plus simples, plus respectueux, plus à l'écoute, plus dans le don, plus dans l'oubli de soi pour donner à l'autre. Ça, c'est nos enfants, c'est notre école, c'est notre école. L'université, tout ça, c'est très rigolo et très folklorique par rapport à ce qu'on apprend vraiment quand on est à la maison avec nos enfants. Rien n'est comparable à cet enseignement. C'est l'enseignement le plus vrai et le plus réel de la vie d'une personne, c'est ses enfants à la maison. Tout à côté, c'est subordonné, c'est à côté, c'est en plus. Mais l'étude avec ses enfants dans la maison, c'est le Mesilat Yesharim de la femme. Le Mesilat Yesharim, c'est le livre d'éthique qu'un homme est censé étudier toute sa vie. Chacun avec son livre d'éthique, mais c'est un livre d'éthique en tout cas très important. On dit que le livre d'éthique de la femme par excellence, c'est les enfants. C'est les enfants. La femme n'a pas besoin d'étudier l'éthique parce qu'elle a les enfants. C'est bien aussi d'étudier à part ça. C'est super, c'est toujours bien. Dans des cours ou dans des vidéos ou dans des livres. Mais sachez que vos enfants sont votre livre d'éthique avant tout. Avant tout. Donc toujours garder un bon regard sur les actions et attitudes de mon enfant. Cinquièmement, leur permettre de faire ce qu'il se dévoue à faire. C'est-à-dire, on est là et tout d'un coup, mon enfant a envie de nettoyer le placard avec une éponge. Tout d'un coup, mon enfant a envie de mélanger de la pâte et de l'eau pour en faire du pain, à sa façon. Tout ce que l'enfant se dévoue à faire, la maman a intérêt. Il y a des moments où, d'accord, c'est pas le moment, il y a des moments où c'est difficile, où on vient de ranger la cuisine, papa va arriver, il vaut mieux faire autre chose. Mais de manière générale, quand on en a la possibilité de laisser l'enfant aller jusqu'au bout de son envie de faire, de sa pulsion à vouloir faire quelque chose, vous allez découvrir en le laissant faire quelque chose d'unique en son genre, c'est la motivation de faire quelque chose jusqu'au bout. Vous allez voir comme l'enfant est concentré quand il fait ce que lui a envie de faire. Alors des fois on a envie de leur demander de faire des choses, range ta chambre, range les jouets, t'as sorti les jouets, tu les ranges. Il faut savoir que les tâches ménagères sont sur les épaules de la maman. Le rôle de la maman, c'est les tâches ménagères dans la maison. C'est pas sur les épaules des enfants. Mais si les enfants se dévouent à faire quelque chose qui leur plaît, qui leur parle à eux, je vous conseille de les laisser faire. Même si ça ne nous rend pas toujours service.
Ils ont envie tout d'un coup de sortir l'aspirateur. Ah, mais ça va faire du bruit, il y a ton petit frère qui dort. Alors fermez la porte du petit frère et laissez l'enfant faire l'aspirateur. Je vous assure, on leur rend un très très grand service à les laisser faire ce qu'ils ont envie de faire tout d'un coup. Vous verrez, donc sans les contrôler verbalement ou physiquement, sans leur dire fais comme ça, ah t'as oublié le coin, ah t'as oublié là t'as laissé une poussière, là t'as... Sans les contrôler, sans les contrôler. Vraiment mettre du scotch sur la bouche et les laisser faire ce qu'ils ont envie de faire. S'exprimer au travers de cet acte qu'ils sont en train de faire de la manière la plus libre possible. Voilà, le résultat, vous verrez que les résultats seront impressionnants. Encore que les résultats, c'est pas le plus important. D'accord ? Plus on leur permet de faire ce qu'ils ont envie de faire, plus ils seront, moins ils seront en attente de l'attestation des autres. C'est tellement évident. C'est-à-dire, des fois, une personne, elle a envie de faire quelque chose, mais elle est incapable de le faire si elle n'a pas demandé à toute la planète qu'est-ce que les gens en pensent. J'ai envie de faire ça, qu'est-ce que t'en penses? J'aimerais me lancer dans ça, qu'est-ce que t'en penses? Et ils écrivent un mail à quelqu'un, je t'en supplie, dis-moi ce que t'en penses de ce que j'ai fait, qu'est-ce que... Les gens, vraiment... et moi la première, quand j'ai commencé les vidéos, j'avais envie qu'on me dise ce que les gens en pensent. J'avais envie qu'on me dise ce que les gens en pensent. D'ailleurs, Myriam Metoudi pourra toujours vous le dire, combien je lui ai posé la question, qu'est-ce que t'en penses, etc. Et donc, Baruch Hashem, ça a été une bonne personne parce qu'elle m'a encouragée. Mais les gens ne sont pas toujours encourageants. Et des fois, les gens s'arrêtent de faire quelque chose parce qu'ils n'ont pas reçu l'attestation, parce qu'ils n'ont pas reçu l'encouragement qu'ils auraient souhaité, et donc ils arrêtent, ils n'ont pas confiance en eux, ils ne croient pas en eux. Si on laisse nos enfants faire ces actions qu'ils ont, eux, envie de faire, sans leur dire que c'est pas bien, sans leur dire pas comme ça, fais comme ça, juste en disant à la fin waouh, c'est magnifique ce que tu as fait, juste en éclairant ce qu'ils ont fait avec du positif, même si ils ont mis du désordre, même si au final c'est pas sorti exactement ce que je voulais, même si au final ça m'a pas rendu service, de savoir leur dire à la fin waouh, c'est magnifique ce que tu as fait. Ces enfants-là, on leur permet à la racine, on est en train de guérir à la racine cette volonté de toujours chercher l'attestation des autres, de toujours rechercher le like des autres. Nos enfants, Bezrat Hashem, seront libres de toutes ces choses-là qui emprisonnent l'être et qui ne permettent pas à l'être de devenir ce qu'elle doit devenir parce que on n'a pas eu tous les compliments des gens et tout ça. Alors juste, je rappelle que cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. Voilà, donc ne pas leur mentir, voilà. Hachem déteste le mensonge, alors ne pas leur mentir, même sur des choses insignifiantes ou des choses petites, ne pas leur mentir. Comme, je sais pas moi, oh papa doit arriver d'un instant à l'autre alors qu'on sait que papa ne doit pas arriver. Ou par exemple, je sais pas, mettre du sirop d'orgeat au lieu de mettre quelque chose et l'enfant s'attend à autre chose. Voilà, mentir le moins possible. Ne pas mentir. Si possible, ne mentez pas aux enfants. C'est comme ça que vous garderez comment dire, les enfants continueront d'avoir confiance en vous parce qu'ils savent que papa et maman ne mentent pas. C'est très important de ne pas mentir aux enfants. Alors, la seule chose qui va faire que ça va bien se passer avec les enfants, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit de la maman. C'est le mental, la pensée qu'on entretient sur la situation. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une situation dans une même maison avec une même maman et un même enfant. Ça peut être ou une catastrophe ou une guerre mondiale, que Dieu préserve, ou alors ça peut être le plus serein des fleuves. Ça peut être un fleuve tranquille. D'accord ? La même action du même enfant avec une maman sous un toit, sous une maison, ça peut être une catastrophe comme ça peut être quelque chose de tout à fait positif. Tout dépend de l'esprit en fait qu'on a à ce moment-là. Tout dépend de à quoi je pense quand mon enfant agit comme il agit. Mon enfant maintenant vient de donner un coup de pied dans une boîte de farine et il y a de la farine dans toute la cuisine. Quel regard j'entretiens sur la chose? Où je me dis, où je pense, mince, il y a bientôt des gens qui vont arriver à la maison, ils vont voir ça, ils vont voir que c'est pas propre, la honte, que vont dire les gens? Alors que vont dire les gens? C'est la meilleure façon d'exploser pour tout, pour rien et pour tout et rien. Le fait de se dire
Il y a des gens qui doivent arriver à la maison, ils vont voir ça, comment ils vont réagir, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, ils vont penser que je suis quelqu'un qui sait pas ranger ma maison et tout. C'est le meilleur moyen de s'énerver pour un rien. Ou alors on peut se dire, bon bah mon enfant a tapé dans une boîte de farine, c'est pas grave, elle est en train de faire ses expériences, elle est en train de grandir, elle est en train d'apprendre qu'est-ce que c'est la farine. Après, ben, elle peut jouer avec ses doigts sur la farine et faire des dessins. C'est super agréable pour les enfants. C'est pas forcément les jeux tout prêts qu'on achète à nos enfants qui sont pour eux les jeux les plus éducatifs ou les meilleurs jeux. Des fois, c'est les jeux que eux-mêmes inventent. Eux-mêmes inventent comme de la farine dispersée par terre et après ils font des dessins avec leurs doigts dessus. Ou alors ils dessinent sur les fenêtres ou je sais pas moi, toutes sortes de choses, mille et une choses. Des fois il se peut on vient de refaire la peinture et mon enfant a dessiné sur le mur. C'est pas si grave, c'est pas du tout grave. Mon enfant est en train d'exprimer ses dons ses dons intérieurs. Il est en train de faire ce qu'il ressent et c'est bien pour lui, c'est bien pour mon enfant. Il faut pas lui tomber dessus en s'énervant parce que il a sali le mur, même si on vient de refaire la peinture, c'est pas grave. C'est pas grave, la peinture, on la fera, on la refera. C'est un pot de peinture, ça coûte 100 shekels, 120 shekels et tu repasses dessus. Un enfant, c'est pour la vie. C'est pour la vie. Si tu lui cries dessus quand il fait quelque chose, ça va lui rester dans son MP3 intérieur toute sa vie. Toute sa vie, il est en train d'enregistrer ce qu'on lui a dit. Et donc, en fonction de ça, il a une image de lui, positive ou moins positive. Si chaque fois qu'il a fait quelque chose, on lui est tombé dessus, c'est la meilleure façon d'entretenir une pensée négative à propos de lui-même. Ce que je fais, c'est pas bien, c'est des bêtises. Papa et maman ne sont pas contents de moi. Maman n'est pas contente de moi. Donc voilà, les laisser faire ce qu'ils ont sur la tête. Tant qu'on est chez nous, si on est chez les autres, bien sûr, il faut respecter les biens des autres, il faut respecter la maison des autres, il faut respecter quand on est avec les autres. Mais quand on est chez soi, sous son propre toit, c'est nous le maître. Nous les mamans, nous sommes le maître. On décide comment on va réagir, est-ce que c'est important, si c'est pas important, c'est nous qui décidons de tout. Et il n'y a aucun problème à être souple et à laisser l'enfant faire ses expériences, à être souple, se dire que quand l'enfant aura bien profité et aura bien joué et que après elle va partir dormir, j'aurai un bon quart d'heure de ménage, je vais mettre un petit cours de Torah dans les oreilles, je vais mettre une bonne musique, pas pendant cette période-là parce qu'on n'a pas le droit d'écouter la musique, mais disons après je vais mettre de la bonne musique, je vais me faire un kiff et puis je vais nettoyer, je vais ranger. Quel bonheur de laisser les enfants agir et après quand ils dorment, faire le ménage. Il n'y a rien de fou à cela, il n'y a rien de grave. Donc en fait, tout dépend de l'état d'esprit que j'entretiens. Ne pas faire deux choses à la fois, ça rend nerveux. S'occuper des enfants, plus autre chose. Oui, quand on a autre chose sur la tête, ça rend nerveux. On n'est pas disponible pour les enfants entièrement, ça rend nerveux. Si par exemple, on s'est lancé sur un projet, on a dit moi je veux bien faire ça et ça et ça, moi je veux bien vous aider sur ça. On s'est lancé avec les gens, on a proposé aux gens de les aider à faire des choses ou je sais pas moi, on s'est mis en tête de recevoir des gens à la maison, de faire un anniversaire surprise et de cuisiner 20 000 plats et d'organiser 20 000 choses et tout. Et qu'on est à la maison et c'est les grandes vacances et il y a les enfants, ça fait que ça rend nerveux parce qu'on est entre deux. On est en train de faire quelque chose, de rendre service à des gens en leur faisant des plats, en faisant des choses et tout. Et on doit aussi s'occuper des enfants. Donc ça rend nerveux. Donc forcément, ça vient sur le compte de quelque chose. Ou on va rater ce qu'on est en train de faire, ou alors on va s'énerver sur les enfants. Et c'est pas une bonne chose. Quand on s'occupe des enfants, il faut complètement se libérer de tout le reste du carcan de la terre. Aosek be mitzvah, patur mina mitzvot. Celui qui s'occupe d'une mitzvah, il n'a aucune autre, c'est-à-dire il ne doit pas faire d'autres mitzvot, parce qu'il est en train de s'occuper d'une mitzvah. La plus grande mitzvah pour une femme, la mitzvah la plus essentielle au monde, c'est de s'occuper de ses enfants. C'est de s'occuper de ses enfants. Et de ne pas se croire Wonder Woman, où on peut s'occuper des enfants, il n'y a aucun problème, et on peut aussi prendre d'autres choses sur nous, il n'y a aucun problème.
il n'y a aucun problème, je fais une pizza, il n'y a pas de problème, je vous fais ça, il n'y a pas de problème. Je parle pas pour les enfants. Pour les enfants, on peut faire des pizzas, on peut faire des choses. Mais pour les gens à l'extérieur, ou alors je lui ai promis que je devais lui rendre un projet, ou je lui ai promis que je devais lui faire un plan ou un truc, et on a en tête qu'on doit rendre quelque chose à quelqu'un, qu'on doit rendre un résultat à quelqu'un, et on a aussi les enfants. Et ça rend extrêmement nerveux. D'ailleurs, moi, pour le petit témoignage personnel, c'est comme ça que j'ai décidé d'arrêter de travailler. Désolée, ça s'est passé pendant les grandes vacances. Moi-même, j'avais un bureau d'architecture à l'époque. Et en même temps, je travaillais sur mes plans et en même temps, je m'occupais de mes enfants car c'était les grandes vacances. Et c'est là où j'ai explosé. J'ai explosé parce que je manquais de patience cruellement. Et c'est là où j'ai commencé à me poser la question, est-ce que c'est normal pour moi, en tant que femme qui a des enfants en bas âge, de travailler, d'avoir un métier aussi prenant? Et c'est là où j'ai commencé à me poser des questions et c'est là où j'ai commencé cette route qui a duré des années avant que je prenne une décision finale. Mais aujourd'hui, je ne travaille plus du tout, du tout. Et d'ailleurs, les gens me disent, mais tu vas reprendre plus tard. Et je me dis, mais je suis loin pour l'instant de reprendre. Je suis pas du tout dans un état d'esprit de reprendre le travail. Même pas dans les 20 années à venir parce que je veux faire grandir mes enfants. Je veux être là pour leur donner ce dont ils ont besoin entièrement, de façon entière, de façon entière. Donc personnellement, j'ai arrêté de travailler et je connais d'autres femmes aussi qui ont pris cette décision d'arrêter de travailler et en particulier une femme qui elle était la seule de sa famille, de sa maison à avoir un salaire et son mari n'avait pas de salaire. Et elle a arrêté de travailler et son mari, après quelques semaines, quelques mois, il a commencé à trouver du travail et il a commencé à avoir un salaire après 10 ans de mariage où il n'avait jamais réussi vraiment à trouver un métier, jamais vraiment réussi à avoir un salaire digne de ce nom. À partir du moment où elle a arrêté de travailler, son mari a commencé à gagner un bon salaire. Et donc, de se dire, voilà, je ne peux pas faire deux choses à la fois. C'est pas possible, c'est pas possible. De devoir rendre un travail, de devoir rendre un salaire. Quand on n'a pas encore les enfants et qu'on court après, nous en tant que femmes, on court après le diplôme, on court après les études, on court après un métier et tout ça, on ne sait pas encore ce qui nous attend avec les enfants. On ne sait pas encore. Et après, ça fait qu'on se retrouve avec les enfants, toujours dans cette course après la réalisation de soi, et il y a confrontation. C'est ou ça ou ça. C'est où je réussis dans mon métier, où je réussis dans l'éducation des enfants. Ça va pas, ça ne roule pas, ça va pas comme sur des roulettes, d'accord? Il y a bien quelque chose qui vient sur le compte d'autre chose, forcément. Donc c'est ou le métier, le travail qui vient sur le compte des enfants, ou les enfants qui viennent sur le compte du travail. Et donc dans les deux, on n'est pas entière. Et donc, on a le droit de faire tchouva, et on a le droit de changer d'avis. Et on a le droit, même si on a étudié des années et des années, et qu'on a dépensé énormément d'argent, et énormément de temps, et énormément d'énergie dans notre métier, on a le droit de se remettre en question et de se dire, attends, là j'ai les enfants, ils sont en bas âge, surtout pendant les grandes vacances, en particulier pendant les grandes vacances. Peut-être que je me concentre finalement sur mes enfants, c'est déjà pas mal. Peut-être que je ne vais faire qu'éduquer mes enfants, que leur donner ce qu'ils ont besoin, et c'est déjà pas mal. Et sachez que c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est très dur, on a deux mains. Je pense que le fait d'avoir deux mains, c'est un exemple, Zemachal. Kol haolam machal. C'est un exemple qui vient nous apprendre que quand on a un bébé dans les mains, on ne peut pas avoir une troisième chose. On ne peut pas avoir la société aussi, le bébé et la société. Ça me fait rigoler des fois parce que je vois une pub comme ça où il y a écrit... très chère maman, enfin tu vas pouvoir travailler de chez toi. Et on voit une maman avec un bébé dans les bras et un téléphone et elle est super sereine, genre elle travaille et elle s'occupe de son enfant. Mais les gens qui ont créé cette pub, c'est pas possible qu'ils ont une fois vécu la chose. Ça n'est pas possible qu'une fois ils ont travaillé et en même temps ils se sont occupés d'enfants à la maison parce que sinon jamais ils n'auraient fait cette pub. Jamais. Ça ne... C'est pas vrai. C'est pas vrai. On peut pas travailler et s'occuper des enfants, c'est très dur, c'est très très dur. Alors le Rav Fireman me dit que c'est très important que la maman soit à la maison et s'occupe des enfants, mais si jamais le mari a un potentiel d'étude de la Torah important ou qu'il a un potentiel à étudier la Torah et que la femme décide de travailler pour permettre à son mari d'étudier la Torah, alors c'est une grande mitzvah de le faire parce que la Torah du papa sera une grande bracha pour les enfants. Mais quand c'est pas le cas, quand le mari travaille et que la femme travaille,
Je pense qu'on peut faire confiance à Akadosh Baruch Hu, de se dire que les revenus, ils sont décidés à Rosh Hashanah. Je sais, c'est pas du tout le sujet des grandes vacances, mais je me dis, c'est tellement important parce que quand la maman, elle est dans le travail, les grandes vacances, c'est juste une bombe, une dynamite. C'est un poids. C'est un poids. D'ailleurs, vous reconnaîtrez les mamans qui travaillent, quand elles se rapprochent de la période des grandes vacances, c'est un grand stress pour elles. Un grand stress. Les grandes vacances, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je trouve une keitana, comment je vais faire avec les enfants? Mais c'est de la folie, 2 mois de vacances, c'est de la folie. Parce qu'en vérité, le travail a pris le pas sur les enfants. Le travail passe tellement avant les enfants que les vacances, ça devient un thème de stress en fait. Et donc, en fait, les revenus de la famille sont décidés à Rosh Hashanah par Akadosh Baruch Hu. Et les revenus vont venir dans notre maison et ils vont passer par le tuyau que Dieu aura décidé. Ça peut être ce tuyau, ça peut être moi, ça peut être mon mari. Et quand le mari, il prend le tuyau, il prend le gouvernail à pleine main, la parnassa, elle va passer, Bezrat Hashem. Et quand la femme, elle s'occupe de ses enfants à la maison, et qu'elle donne le meilleur aux enfants, d'abord, la parnassa, elle vient, la bénédiction, elle vient. Il ne faut pas s'inquiéter. Parce que c'est exactement la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'on s'occupe de nos enfants pour en faire des gens forts, des gens qui sont sûrs que papa et maman les aiment. Quand ils devront aller construire le temple, d'accord, aller remonter leurs manches et faire partir l'ennemi pour pouvoir reconstruire le temple, il faudra qu'ils soient bien certains au fond d'eux que quelqu'un à la maison les aime, que quelqu'un à la maison attend leur retour. Et là, ils auront toutes les forces de se battre. Mais quand ça n'a pas été sûr, d'accord, quand le meilleur, la personne avec qui l'enfant a passé le plus de temps, c'est que Dieu préserve un écran, ou alors le chien de la maison, ou alors les copains, ou alors la grand-mère, eh bien l'enfant n'est pas sûr que maman l'aime. Il y a à l'intérieur de lui une lacune comme ça qui se dit, est-ce que maman m'aime? Est-ce que maman m'aime? Et c'est pendant ces grandes vacances qu'on va prouver à nos enfants que oui, on les aime. Oui, on les aime. En étant souples, en les laissant faire ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont envie de faire. En étant un peu moins à cheval sur le ménage et sur la propreté de la maison. En faisant un lâcher prise, en se disant que ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'invités surprises. Et même s'il y a des invités surprises, c'est pas très grave. Au pire, ils verront une maison sans dessus-dessous. Et ça sera une leçon pour eux. Le jour où ils seront en âge d'avoir des enfants en bas âge, ils se diront, ah maintenant je comprends l'état de la maison de machin, je comprends. Moi il n'y a pas longtemps, ma belle-sœur m'a écrit un mail pour me dire, j'ai commencé, je comprends, enfin je sais plus comment elle m'a dit, j'ai compris ce que c'est quand tous les murs, quand il n'y a plus un mur de libre, sur tous les murs il y a des dessins, j'ai compris maintenant, parce qu'à la maison on a un mur dans l'entrée, maintenant on l'a repeint tellement on a reçu de commentaires, mais c'est pas grave si ça se ressalit, moi ça me dérange pas. On avait un mur à l'entrée comme ça qui du haut en bas rempli de dessins, c'est les dessins des enfants. C'est pas qu'on leur a dit de dessiner, c'est eux-mêmes, ils ont eu envie de dessiner sur ce mur et on n'en a pas fait toute une salade, on n'en a pas fait toute une histoire, on les a laissés s'exprimer. Et donc je pense qu'il faut laisser les enfants faire leurs petites expériences, jouer. Alors ils ont sorti un papier de toilette, un rouleau de papier de toilette, ils l'ont complètement défait. Combien ça coûte un rouleau de papier toilette? Ça coûte 40 centimes. Ils ont sorti tout le papier aluminium, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a des parents qui achètent des jeux très très chers à leurs enfants et quand ils touchent à des petites choses comme ça qui coûtent pas très cher, ils se mettent dans des états pas possibles. C'est pas grave, ils ont renversé 1 kilo de farine, et qui jouent avec la farine, qui touillent, c'est super pour leur comment dire, c'est de la thérapie. Quand ils touchent avec leurs mains, quand ils touchent avec leurs pieds, ils écrivent, ils s'en mettent de partout, c'est de la thérapie, pour leur corps. Donc voilà, laissez les enfants être quelqu'un de souple, voilà, qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Ah oui, quand les enfants font des choses positives, toujours mettre la lumière dessus. Et même quand on a l'impression que c'est pas positif, quand les enfants ont fait quelque chose et qu'a priori ça n'a pas l'air positif, toujours aller chercher le point de positif qu'il y a dans la chose qu'ils ont fait. Toujours. Ça veut pas dire que du matin au soir, il faut qu'on fasse entendre notre voix. Ah bravo, ah c'est super, ah c'est bien, c'est merveilleux, c'est magnifique, là. Parce qu'au d'un moment, ils ont besoin aussi un petit peu de tranquillité comme ça, de pouvoir dessiner, de pouvoir sans qu'il y ait quelqu'un derrière qui leur dit ouais, c'est bravo. Mais
quand le moment est venu d'après vous, leur dire « Ah mon chéri, qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est magnifique. Ah là là, j'aime beaucoup la couleur que tu as utilisée pour la maison. Et le toit, c'est trop beau comment tu as fait le toit avec la cheminée et la fumée qui sort, c'est magnifique. Et qu'est-ce que c'est ça, tu veux m'expliquer ce que c'est? Mais quelle bonne idée, mais c'est super original. » Et toujours aller trouver la pointe de lumière dans ce que l'enfant a fait. Moi par exemple, hier, pour l'exemple, ma fille voulait absolument faire un gâteau. Elle a 3 ans et elle voulait faire un gâteau. Donc j'ai sorti dans la cuisine tout ce qui s'apparentait au fait de faire un gâteau. Mais c'est pas grave si à la fin il n'y a pas un gâteau qui sort. Donc je lui ai donné un pot de sucre. Je lui ai donné un pot de café que j'avais pas besoin parce que je me servais pas de ce café. Moi je me sers que de café sans caféine et là c'était du café avec caféine que je n'utilise pas. Donc je me suis dit c'est pas grave si elle l'utilise. Je lui ai sorti le sucre, le café, un verre d'eau, un grand bac. Et elle a tout mélangé dedans. Et elle a mélangé pendant longtemps. Ça a duré super longtemps. Moi, j'ai pu ranger la cuisine. Et elle a mélangé. À la fin, on l'a mis au four. J'ai allumé juste la lumière du four, pas vraiment la chaleur. Et ça a fait ce que ça a fait. Et à la fin, quand ses grands frères sont rentrés à la maison, elle était tellement contente. J'ai fait un gâteau à Sitiouga. On a ouvert le four et ils ont vu. C'était un mélange comme ça. Et ils allaient goûter. D'ailleurs, je leur ai dit... En cachette, j'aurais dit, dites que c'est bon, comme ça lui fera plaisir. Donc ils ont goûté une odeur de café comme ça. Ah, c'est bon, bravo, t'as réussi à faire un gâteau, colle à cavote. Et elle a eu le sentiment qu'elle a réussi à faire un gâteau. C'est extraordinaire. Combien de choses on a à la maison comme ça qu'on n'a pas vraiment besoin, qu'on garde depuis des années dans des placards, des épices qu'on n'utilise pas et qu'à la fin on jette avant Pessard. Les donner aux enfants. Ils font comme ça des petits genres de concours de senteurs. Alors ils sentent ça, et puis ils sentent ça, et puis ils ouvrent, ils en mettent un peu par terre, et ils font des mélanges, ils ont l'impression de faire la kétorette. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et après, avoir un bon regard sur la chose. Waouh, mon chéri, t'as fait un mélange extraordinaire, je peux m'en servir pour la cuisine, pour l'omelette que je vais faire. Je peux... Waouh, mon chéri, quelle bonne odeur, waouh, tu m'as cueilli des fleurs, quelle merveille. Waouh, mon chéri, t'as mis tes chaussures tout seul, même si les chaussures, elles sont à l'envers. C'est pas grave, il a mis les chaussures tout seul. Waouh, t'as mis les chaussures tout seul, c'est magnifique, mon chéri. C'est magnifique. Et voilà, et plus on va les encourager dans ce qu'ils font, plus ils vont recharger leur batterie. Et c'est pas grave s'ils répondent pas. C'est pas grave s'ils vous disent pas merci maman, merci, t'es gentil, c'est super gentil maman de nous dire toujours que ce qu'on fait c'est bien. Ils vont pas vous le dire. Ils vont pas vous le dire, mais ça les remplit de l'intérieur. Ça les remplit d'intérieur pour la vie. Et après, c'est ce que j'ai expliqué dans l'autre vidéo, mais elle a coupé, c'est ce qui s'appelle Pat Bessalo. Pat Bessalo, ça veut dire le pain dans son panier. Quand on dit dans la Torah que quand quelqu'un a Pat Bessalo, a du pain dans son panier, il est moins stressé. Il est moins en stress parce qu'il sait qu'il a du pain dans son panier. Il sait qu'il va manger, qu'il a de quoi manger. D'accord? Quand un enfant a du pain dans son panier sentimental, d'accord, c'est que maman l'aime, il n'aura pas besoin d'aller chercher l'attestation à l'âge adulte. Je ne sais plus ce que j'ai dit dans cette vidéo et ce que j'ai pas dit. Il n'aura plus besoin d'aller chercher l'attestation à l'extérieur. Il a envie de faire quelque chose, il a envie de se lancer dans un projet. Il ne va pas commencer à demander à toute la terre entière « Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien ce que je fais? Dis-moi honnêtement, est-ce que c'est bien ?» Il ne va pas chercher les likes. Il va se lancer, il va faire les choses. Parce qu'il sait au fond de lui que maman l'aime. Maman, elle l'aime. Donc c'est bon, ça lui suffit. Ça lui suffit. Et donc il va se lancer dans ce qu'il a à faire. Alors des fois, dans notre enfance, nous, on n'a pas eu... il arrive que des personnes n'ont pas eu tout ce côté affectif. N'ont pas eu, par exemple, une maman qui a pu leur donner tout l'amour, qui ont pu leur donner toutes ces choses-là. C'est pas grave. C'est pas grave. Comme dit Tali Benishai, il y a toujours une génération qui souffre. Toujours une génération qui souffre de devoir inventer ce qu'elle n'a pas reçu. Si une enfant, par exemple, ses parents n'ont pas été patients avec elle, et donc elle manque de patience elle-même avec ses enfants, il faut qu'elle se dise que bien qu'elle n'ait pas reçu de patience, elle va briser la chaîne du manque de patience. Elle va être patiente avec ses enfants pour que ses enfants puissent être patients avec leurs enfants de façon naturelle, sans devoir déployer des efforts trop inhumains. Trop inhumains. Il y a certainement, il y a quelque chose sur lequel elle a du mal, et c'est presque inhumain pour elle de le faire. On a entendu dans des cours de Torah que c'est important de le faire, mais c'est presque inhumain pour nous de le faire. Chacun a quelque chose sur lequel c'est difficile de manière générale. Eh bien, cette chose-là,
si on s'y attelle et qu'on le fait et qu'on se donne les moyens d'y arriver et qu'on persévère et qu'on réussit, après nos enfants, ils n'auront pas besoin de galérer pour le faire aussi et pour réussir dans ça. Si on a du mal à s'adresser avec respect à son mari et qu'on le fait quand même, on permet à nos enfants de ne pas avoir du mal à s'adresser avec respect à leur futur conjoint, Bezrat Hashem. Donc c'est pareil, si on n'a pas reçu... j'ai cette histoire incroyable. On était dans un cours d'éducation et il y a une femme qui est maîtresse d'école qui a demandé au Rav comment je fais pour éduquer les filles de ma classe, d'accord, j'enseigne à des filles qui sont en terminale, comment je fais pour leur enseigner et leur faire passer le message de la pudeur. On est dans une école religieuse, elles sont censées s'habiller pudiquement et elles ne s'habillent pas pudiquement. Comment je fais pour faire passer le message? Tous les ans, j'essaye de faire une activité, j'essaye de leur apporter quelqu'un qui leur parle et tout ça, et ça marche pas, et ça fonctionne pas, et je sais pas comment faire. Donc maintenant, j'en suis arrivée à l'idée et à la conclusion que je vais leur dire Naase venishma. Habillez-vous pudiquement, c'est tout, c'est comme ça que c'est écrit dans la Torah, alors faites-le. Et le Rav lui a répondu Zé bluff gadol. Zé bluff gadol, c'est un grand bluff de vouloir éduquer des filles qui sont arrivées en terminale à la pudeur. La pudeur, c'est dans l'âge de l'enfance. C'est quand la fille a reçu tellement d'amour de sa maman, tellement d'amour de son papa et de sa maman, tellement de toucher, de contact physique, tellement d'encouragement, tellement on l'a écoutée, tellement on lui a dit qu'elle était belle, que son panier est plein, son panier intérieur, pâte Bessalo, elle a du pain dans son panier intérieur, elle sait qu'elle est belle, on l'a suffisamment touchée, on l'a suffisamment écoutée, elle n'a pas besoin d'aller chercher cette attention de façon en se bradant à l'extérieur, en montrant son corps pour attirer l'attention, en montrant son corps pour pouvoir rapidement créer comme ça un émerveillement envers elle. Elle n'a pas besoin de ça, elle ne va pas aller chercher, elle ne va pas tricher, elle va pas attirer le regard en montrant les parties de son corps qu'elle est censée cacher. Parce qu'elle sait qu'elle a reçu tout l'amour de sa maman. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'histoires que Dieu préserve, j'espère qu'il y en aura de moins en moins, et plus du tout si Dieu veut. Malheureusement, de jeunes filles juives qui sont parties avec des musulmans, des hommes musulmans, qui sont partis se marier avec des hommes musulmans et qui sont partis vivre avec eux dans des villages. Et les histoires sont plus atroces les unes que les autres. On entend des histoires terribles, qu'elles ont été extrêmement malmenées, extrêmement violentées par ces musulmans. Et c'est terrible, c'est une plaie, c'est une grande plaie. Et l'histoire commune de toutes ces jeunes filles, c'est que dans l'enfance, elles n'ont pas reçu suffisamment de contact avec leur maman, suffisamment d'amour de la part de leurs parents. On ne leur a pas suffisamment exprimé, leurs parents ne leur ont pas suffisamment exprimé leur amour. Bien que leurs parents les aimaient, mais l'expression de leur amour n'était pas suffisamment importante. Et donc ces filles ont eu un grand besoin émotionnel au prix de croire en les monts et merveilles qu'on leur proposait, alors que derrière cela se cachait un grand danger. Quand une personne a son réservoir d'amour intérieur bien rempli, elle sait si la personne en face est bonne ou mauvaise, si la personne en face se sert d'elle ou fait du chantage affectif, elle sait reconnaître le chantage affectif parce que à l'intérieur d'elle, elle n'a pas besoin qu'on lui prouve qu'on l'aime. Et donc elle n'est pas à la merci du chantage affectif des autres. Imaginez ce que ça fait quand les parents expriment leur amour à leurs enfants et ils leur évitent énormément de problèmes. Énormément de problèmes. Et donc un jour, pendant un cours de Torah, la rabbinite expliquait l'importance du contact physique avec les enfants, de la maman avec les enfants. Et une femme a dit, moi je suis désolée, mais j'y arrive pas du tout. Je n'arrive pas du tout à prendre mes enfants dans mes bras, plus que quand ils sont bébés. J'arrive pas à les toucher parce que j'ai pas reçu ça dans mon enfance. Ma maman n'était pas du tout tactile. J'ai eu une maman très aimante, mais pas du tout tactile. Donc j'ai pas du tout ce truc-là. Donc je suis incapable de le faire. Et la rabbinite lui a dit, dans chaque génération, il y a une génération qui souffre. Il faut que tu répares la chose. Tu peux réparer la chose. Tu peux réparer. C'est pas fini. Il y a rien à faire et tu peux faire quelque chose pour réparer la chose. Tu peux maintenant faire les efforts qu'il faut pour prendre tes enfants dans tes bras. Alors elle a dit, mais j'ai peur que ça paraisse
fictif, que ça paraisse superficiel, qui sentent que je suis en train de me forcer. Et la rabbinite lui a dit, ne t'inquiète pas, les enfants ne sentent pas que les parents se forcent. Les enfants ne voient que le résultat. Si à l'intérieur de toi, tu as l'impression de te forcer quand tu prends tes enfants dans tes bras, ça peut vous paraître bizarre, parce que pour certaines mamans, ça peut paraître fou de dire une chose pareille, mais il y a des mamans pour qui c'est difficile d'émettre. Et donc, ou surtout après un certain âge, quand l'enfant a commencé à grandir, la maman a perdu le réflexe de prendre l'enfant dans les bras. Donc, on peut se dire, c'est difficile, etc. Mais de se dire, le résultat est tellement important. Et surtout, l'enfant ne voit pas l'effort qu'on est en train de faire. L'enfant ne sent que le résultat. Que le résultat. Nous, on est peut-être en train de déployer un effort énorme en se disant, c'est pour son bien, je le prends dans ses bras, je lui caresse les cheveux, j'ai tellement pas l'habitude, mais c'est pas grave, je lui caresse les cheveux, je lui caresse les pieds, je lui caresse les mains, etc. Et l'enfant ne ressent pas l'effort, l'enfant ressent le résultat, l'enfant sent que maman l'aime. Il n'y a rien de plus agréable, il n'y a pas comme le toucher d'une maman et de son enfant. Il n'y a pas comme ce toucher-là. Il n'y a pas comme ce toucher-là. Même pour les enfants qui ont des parents dans des centres hospitalisés, ou qui ont des parents qui sont arrivés à l'âge de la vieillesse et dont il faut s'occuper ou à qui ils rendent visite, il n'y a pas comme le toucher. Il n'y a pas comme le fait de leur toucher le visage, de leur toucher les mains. Ça n'a pas son égal. C'est une grande bonté que Dieu nous a offert qui s'appelle le lien du toucher. Le lien du toucher. C'est un sens fabuleux et fantastique du fait qu'on peut toucher nos enfants, leur faire des massages quand ils étaient bébés. Moi, ma grand-mère, Aléa Shalom, que ce cours soit Leilou Nishmata, elle a eu 10 enfants, Baruch Hashem, et elle s'est mis un point d'honneur à masser tous ses bébés. Tous ses bébés, malgré la montagne de tâches qu'elle avait sur les épaules, elle a massé tous ses bébés. Et à chaque fois, elle disait à ses enfants, masse ton bébé, mets-lui un peu d'huile et fais-lui des massages, c'est pour la vie. C'est pour la vie, pour la vie. Voilà, j'ai envie de juste continuer cette histoire pour dire que ma maman, que Dieu la bénisse, c'est la 10e. C'est la 10e. Et en France, elle a grandi donc en France, et ma grand-mère lui a fait des massages quand elle était bébé. Et vers l'âge de, je sais plus exactement, vers l'âge de 3 ans, les services sociaux sont venus et ont enlevé ma maman à ma grand-mère, sous prétexte que ma grand-mère était dépassée avec 10 enfants, et donc ils l'ont prise et ils l'ont amenée chez les bonnes sœurs. Et malgré cette année qu'elle a passée là-bas, elle a toujours eu en elle les forces de savoir, elle était persuadée que sa maman l'aimait. Toujours persuadée que sa maman l'aimait, grâce à ces massages que sa maman lui avait fait dans son enfance. Et pour vous dire que ma maman, que Dieu la bénisse, elle s'est occupée de son père et sa mère jusqu'à la fin de leurs jours. Elle a pris ma grand-mère à la maison jusqu'à la fin de ses jours, et elle a déménagé pour aller s'occuper de son père jusqu'à la fin de ses jours. Pour vous dire la force du massage. À très bientôt, mesdames. Partagez.